Mon père a dit, pas de cadeau cette année. Alors que ma sœur déballait un iPhone, un sac de luxe à 5000 € et des diamants, j'étais là, sans rien. Quand j'ai demandé, et moi alors? Ma mère m'a giflé. Alors, j'ai annulé chaque compte qui finançait leur train de vie. Cette gifle n'a même pas fait si mal. C'est ce que personne ne vous dit jamais. Les gens imaginent une gifle comme un moment cinématographique et fracassant, le genre de chose qui vous fait chanceler, la vision qui se trouble, les oreilles qui sifflent. Ils imaginent des larmes, des cris et du drame. Ce qui s'est passé était bien plus silencieux. Et d'une certaine manière, bien pire. La main de ma mère a rencontré ma joue gauche à 18h47 le jour de Noël, dans la salle à manger de la maison que je finançais à bout de bras depuis 3 ans, sous les yeux de mon père, de ma sœur et de ma tante Diane, qui s'est soudainement prise d'une passion fascinante pour l'intérieur de son sac à main. Il y a eu un bruit sec. Ma tête a légèrement tourné sous l'impact. Ma sœur s'est figée, le ruban d'un sac de marque dans une main et la boîte d'un iPhone flambant neuf dans l'autre. Puis la pièce est tombée dans un silence absolu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas porté la main à ma joue. Je suis juste resté là, 2 secondes. Peut-être 3, et j'ai regardé le visage de ma mère, sans colère, sans larmes. Je l'ai regardé comme on regarde quelque chose que l'on fixe depuis des années. Et qu'on finit enfin, par voir clairement. J'ai ramassé mon manteau sur le dossier de la chaise. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. Je suis sorti dans l'air froid de décembre. Personne ne m'a rappelé. Pas une voix, pas un pas derrière moi, juste le clic de la porte, le son de ma propre respiration et le bourdonnement lointain des décorations de Noël des voisins. Dans la nuit. Je me suis assis dans ma voiture dans l'allée et j'ai sorti mon téléphone. Vous devez comprendre qui j'étais avant ce moment, car cette histoire n'a aucun sens sans cela. Je m'appelle Marc. J'ai 26 ans et je suis où j'étais développeur logiciel pour une entreprise technologique de taille moyenne à Lyon. J'ai fini mes études en avance. J'ai trouvé un emploi rapidement. Selon la plupart des critères, j'étais la réussite de la famille. Le premier de ma lignée directe à obtenir un master. Le premier à avoir un vrai salaire, des avantages sociaux, une mutuelle et un nom sur un bail pour un vrai appartement. J'ai choisi de penser à moi. Ma famille, mes parents et ma sœur cadette, Brianna, vivaient à 40 minutes de là, dans la maison où j'ai grandi. Une jolie maison, 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin. Mon père, Raymond, travaillait à temps partiel dans un magasin de bricolage après que son opération du genou, il y a 2 ans, l'ait écarté de son précédent métier. Ma mère, Chantal, faisait des heures administratives dans un cabinet dentaire, juste assez pour garder sa couverture sociale, mais pas assez pour contribuer matériellement au foyer. Brianna avait 22 ans, suivait quelques cours à l'université et travaillait environ 12 heures par semaine dans une boutique de vêtements, ce qu'elle décrivait surtout comme du réseautage. Je veux être juste envers eux, car je pense que la justice est importante, même quand les gens ne la méritent pas. Ce n'étaient pas des personnes maléfiques. Ce n'étaient pas des monstres. Mon enfance, pour l'essentiel, était normale. Le genre d'éducation tranquille en banlieue où rien de dramatique ne se passe et où l'on pense que tout va bien. Mais quelque part vers l'époque où j'ai reçu mon premier vrai salaire, un changement s'est produit, si lent que je l'ai à peine remarqué. Si graduel que je me suis dit que c'était la famille. Que c'était normal. Que c'est ce que vous faites quand vous êtes celui qui a réussi. Tout a commencé par le forfait mobile. J'avais 3 lignes, la mienne, celle d'un ami qui avait déménagé et une de secours. Ma mère a demandé si elle pouvait se greffer dessus pour économiser. Bien sûr.
puis Brianna, puis mon père. 4 lignes. Je payais environ 180 € par mois pour tout le monde. Et je me disais que ce n'était pas grave, parce que c'était la famille. Puis Netflix. Il n'arrêtait pas d'être bloqué sur le compte partagé, alors je les ai simplement ajoutés au mien. Puis, une année, à Thanksgiving, Disney+ est arrivé. Il voulait le bouquet sport. J'ai dit, d'accord, c'est seulement une vingtaine d'euros par mois. Amazon Prime. La livraison de courses était si pratique pour l'emploi du temps de ma mère, disait-elle. Ajoutez juste au foyer. Bien sûr. Le compte Spotify Famille. L'application de golf de mon père. Un abonnement premium à 19,99 € par mois dont il a parlé une fois alors que j'étais à moitié endormi sur le canapé, et j'ai dû dire oui sans vraiment réfléchir. L'assurance auto est celle pour laquelle j'ai consenti le plus. Consciemment, car sur le papier, c'était logique financièrement. Ajouter 2 voitures à mon contrat, éviter que leur cotisation ne s'envole après le léger accrochage de mon père. J'ai fait les calculs. C'était moins cher pour tout le monde. J'ai dit oui. Et puis il y a eu la carte bancaire. J'avais ouvert une carte haut de gamme avec un plafond élevé dès que j'ai commencé à bien gagner ma vie. J'ai ajouté ma mère comme utilisatrice autorisée parce qu'une fois, sa carte avait été refusée à la pharmacie et je m'étais senti terriblement coupable. Le plan, c'était uniquement pour les urgences. Elle avait la carte pour les urgences. Vous voyez où cela nous mène? Moi, non. Pas pendant longtemps. Les cadeaux sont apparus par étapes. C'est comme ça que je sais que ce Noël n'était pas improvisé. L'iPhone 15 Pro Max de Brianna. Prix, 1500 €. Elle était déjà sur mon forfait avec data illimitée. Le sac de créateur. Une marque dont ma mère avait parlé une fois, négligemment, en août. De la façon dont les gens parlent des choses qu'ils croient qu'ils finiront par avoir. J'avais regardé le prix par simple curiosité et je l'avais oublié. Prix. 4 800 €, soldé depuis 5 400 €. Les boucles d'oreilles en diamant. Petites, élégantes, mais quand même des diamants, le genre de bijoux qui arrive dans un écrin de velours à l'intérieur d'un sac blanc avec des anses en ruban. Ma sœur les a fait miroiter à la lumière pendant que mes parents rayonnaient. J'étais assis de l'autre côté de la table, les mains sur les genoux. Nous avions convenu, tous ensemble, dans un groupe WhatsApp en novembre, pas de cadeau cette année. Le message était toujours là. Je pourrais le faire. Défiler en ce moment même. Mon père l'avait suggéré. Ma mère avait approuvé. Avec un emoji cœur. Brianna avait envoyé un pouce levé. J'avais dit, ça me va. Très bien. Un soulagement m'avait envahi parce que les fêtes étaient déjà financièrement tendues, et que j'essayais discrètement de renflouer mon épargne. Après quelques mois de dépenses supérieures à la moyenne, que je n'avais pas encore totalement examiné. Je n'avais rien pour personne, puisqu'on était d'accord. Le dîner a continué, le déballage a continué. Ma sœur commentait chaque cadeau comme si elle était une influenceuse beauté faisant une vidéo. Unboxing. Tu as vu comment ça attrape la lumière? Oh mon Dieu, maman, c'est exactement ce que je voulais. Et mes parents échangeaient des regards de pure satisfaction parentale. À un moment donné, je ne me souviens même plus de la séquence exacte des mots, seulement de la sensation que j'étais resté dehors. Dans le froid depuis très longtemps, j'ai juste dit « et moi ». 4 mots. Une question humaine sincère. Je n'étais pas accusateur. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai juste regardé le tas de sacs cadeaux, de papier de soie, d'écrins, de velours et d'appareils électroniques flambant neufs et j'ai dit « et moi ». La main de ma mère a frappé mon visage avant même que j'aie fini ma phrase. Crac. Silence. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé et, dans ses yeux, j'ai vu
Quelque chose qui a scellé quelque chose dans ma poitrine pour toujours. Pas de rage, pas de surprise, mais une sorte de confirmation. Elle n'était pas horrifiée par ce qu'elle avait fait. Elle était agacée que j'ai posé la question. J'ai ramassé mon manteau. Je suis sorti. Je suis resté assis dans ma voiture dans l'allée pendant environ 11 minutes. Je connais la durée parce que j'ai l'habitude de noter les horodatage. C'est un réflexe de développeur, ou peut-être juste un trait de mon caractère. Et quand j'ai sorti mon téléphone, l'horloge indiquait 18h53. À 19h04, j'avais procédé à toutes les annulations possibles depuis mon téléphone. Je veux décrire ce sentiment, car c'est important. Les gens supposent que je tremblais, que j'étais en rage, en pleurs. Les mains tremblantes sur l'écran. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'étais calme, complètement, presque étrangement calme. Mon visage me piquait encore. Légèrement là où j'avais été frappé, comme la peau après un choc. Pas vraiment. De la douleur, plutôt une sensation de chaleur. Et mon esprit était très, très clair. J'ai ouvert l'application de l'opérateur en premier, je suis allé dans la gestion de compte, j'ai sélectionné les lignes, la ligne de ma sœur, supprimée. Confirmé. La ligne de mon père. Supprimé. Confirmé. La ligne de ma mère. Supprimé. Confirmé. 3 lignes. Disparu en moins de 2 minutes. Avec effet immédiat. Netflix. J'ai ouvert l'application, je suis allé dans les paramètres, j'ai supprimé tous les profils supplémentaires, puis j'ai résilié l'abonnement pur et simple. Effectif à la fin du cycle de facturation, mais il serait déconnecté dès le lendemain matin. Disney+. Même processus. Résilier. Amazon Prime. Supprimer les membres du foyer. Puis résilier Prime. Lui-même. Je pourrais le réactiver plus tard si je le souhaitais, l'essai gratuit était de toute façon expiré depuis longtemps. Spotify, suppression des membres de la famille du plan. Rétrogradé en compte individuel. L'application de Golf. J'ai presque eu de la peine pour celle-ci pendant une fraction de seconde. Et puis je me suis rappelé que mon père avait regardé sa femme me gifler et était retourné à son assiette. Je l'ai annulé sans hésiter. L'assurance auto a nécessité un appel téléphonique. Je le savais d'avance. J'ai composé le numéro du service client 24H24, j'ai donné mon numéro de contrat et j'ai dit au conseiller que je devais supprimer tous les conducteurs supplémentaires, sauf moi-même. Êtes-vous sûr, a-t-elle demandé. Supprimer des conducteurs en cours de contrat affectera leur couverture immédiatement. Très sûr, ai-je répondu. Elle a traité la demande. Elle m'a lu le numéro de confirmation. Je l'ai remercié. Puis la carte bancaire. J'ai ouvert les relevés des 3 derniers mois. Je m'étais dit que je n'avais pas besoin de regarder de trop près. La famille l'utilise pour les urgences, m'étais-je dit, et j'y croyais. Surtout parce que y croire était plus facile que l'alternative. Mois d'octobre, 340 € en ce qui semblait être des frais de salon de beauté. 89 € dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. 210 € dans une boutique de vêtements. Mois de novembre, 612 € dans une autre boutique, 45 € dans un salon de manucure, 180 € listés comme accessoires retail. Mois de décembre, 4847 €. J'ai fixé ce chiffre pendant un long moment. Le sac à 4800 €, celui que ma sœur était en train de photographier. Sous tous les angles à l'intérieur de la maison. Payé avec ma carte bancaire. Celle pour les urgences. J'ai appelé le numéro au dos de la carte. J'ai besoin de déclarer ma carte comme perdue, ai-je dit, et d'en faire envoyer une.
Nouvelle uniquement à mon adresse. La conseillère était patiente. Professionnelle. Elle a confirmé l'adresse du dossier, mon appartement, pas la maison de mes parents, car je ne suis pas assez stupide pour avoir déjà changé cela. Elle a annulé la carte, commandé le remplacement et confirmé que l'utilisatrice autorisée, ma mère, n'aurait plus accès. La carte existante sera désactivée dans l'heure, a-t-elle déclaré. Merci, ai-je dit. J'ai posé le téléphone sur mes genoux. J'ai regardé la façade de la maison, la lumière chaleureuse aux fenêtres, le son ténu de ce qui ressemblait au rire de ma sœur. Puis j'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'au Marriott à 8 minutes de là. J'ai pris une chambre, j'ai commandé un club sandwich et un coca en room service, et j'ai regardé un film que je voulais voir depuis 2 mois. J'ai pris une douche. J'ai réglé le thermostat exactement à la température que j'aime. Je me suis glissé dans des draps propres qui sentaient légèrement la lessive industrielle, ce qui est honnêtement mon odeur préférée au monde quand je suis épuisé. J'ai dormi de 22h30 à 7h18 sans interruption. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai aussi bien dormi. Mon téléphone était face contre table de nuit. J'avais coupé la sonnerie, mais je savais, dans la partie calme et pratique de mon cerveau qui avait fait les calculs à 18h53 dans l'allée froide, je savais à quoi ressemblerait le matin. 7h43. J'ai pris le téléphone. Maman, la télé ne marche pas. 7h44. Papa, et fiston. L'application d'assurance dit qu'il y a un problème avec notre contrat. 7h44, 30. Secondes plus tard, Brianna, mon téléphone dit que je ne suis plus sur le forfait. J'ai lu les 3 messages. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai fait du café avec la petite machine sur la commode de l'hôtel, le genre. Avec des dosettes en papier qui ne sont jamais assez fortes mais qui sont profondément satisfaisantes quand même. Et je me suis assis près de la fenêtre. Et j'ai regardé Lyon s'éveiller en ce matin froid du 26 décembre. À 8h15, mon père a appelé. Laisse sonner. À 8h17, ma mère a appelé. Laisse sonner. À 8h20, ma sœur a appelé 3 fois de suite. Laisse sonner. Laisse sonner. Laisse sonner. À 8h31, mon père a envoyé un SMS, fiston, je pense qu'il y a eu une erreur avec les comptes. Tu peux nous appeler quand tu auras 1 minute? Une erreur. 3 ans de paiement. Un visage giflé par ma mère devant toute la famille. Ma sœur assise dans une maison que je finançais partiellement, tenant un sac à 4800 € débité sur ma carte. Et mon père m'envoyait un SMS à propos d'une erreur. J'ai tapé une phrase en retour, aucune erreur, papa. Joyeux Noël. Envoyé. J'ai posé le téléphone et j'ai fini mon café, puis il a vibré à nouveau. Pas un appel, pas un SMS de la famille. Un email d'un nom auquel je ne m'attendais pas. Derek Okafor. Objet, nous devons parler du bail. Mon estomac s'est noué parce que j'avais complètement oublié. Mon nom était sur le bail de leur appartement. Derek était le petit ami de Brianna. Depuis 2 ans, un gars plutôt correct, ou du moins c'est ce que je pensais. Calme, poli, travaillant dans la logistique. Ils avaient commencé à sortir ensemble juste au moment où ils se remettaient sur pied après une mauvaise passe. Et quand ils ont décidé d'emménager ensemble il y a 12 mois, le dossier de crédit de Brianna était ce que les agents immobiliers appellent poliment, en cours de construction. Derek m'avait demandé, pas à mes parents, à moi, si je pouvais me porter garant. Il avait été professionnel. Il s'était assis avec moi. M'avait montré ses justificatifs de revenus, son historique d'emploi, avait dit que Brianna travaillerait pour améliorer son dossier et que d'ici 1 an, il refinancerait sans mon nom dessus. J'avais dit oui, parce que c'était la famille. Le bail courait jusqu'en août, dans 8 mois. J'ai ouvert l'email.
Avec cette peur sourde qui se loge dans la gorge plutôt que dans l'estomac. Marc, je suppose que tu es au courant de ce qui s'est passé hier soir avec le forfait mobile. Nous nous sommes réveillés ce matin et le téléphone de Brianna ne fonctionne plus, ce que je comprends vu les circonstances, mais j'ai besoin de discuter avec toi de toute urgence à propos du bail. En tant que garant, tu as certaines obligations. Je ne te menace pas. Je pense juste qu'on doit parler de la suite. Calme, mesuré, presque un avocat. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire avant de me porter garant, appeler un vrai avocat. Elle s'appelait Patricia, avocate spécialisée en droit immobilier. Et des contrats, trouvés via le barreau le 26 décembre à 9h15. Elle a accepté. Une brève consultation téléphonique payante. Les faits, a-t-elle expliqué, génèrent toujours un nombre surprenant de questions urgentes sur les baux. Se porter garant signifie que vous êtes solidairement responsable du loyer. A-t-elle dit, non sans gentillesse. S'ils font défaut, c'est vous qui payez. Je sais, ai-je dit. Ce que je veux savoir, c'est, puis-je en sortir étant donné que les circonstances de ma relation avec ces personnes ont matériellement changé. Silence. Racontez-moi la situation actuelle. Je lui ai tout raconté. Les paiements, la carte, Noël, la gifle. Une autre pause. L'agression est pertinente, a-t-elle dit. Pas pour le bail directement, c'est une affaire civile, mais cela affecte la vision globale de ce que vous gérez ici. Elle m'a expliqué mes options. Je pouvais demander au propriétaire de me retirer en tant que garant, ce qui nécessitait l'accord du bailleur et potentiellement que Derek prouve ses revenus seul, ce qu'il pourrait peut-être faire maintenant. Puisqu'il a eu 1 an pour étoffer son dossier. Mon conseil, a-t-elle dit, est de communiquer uniquement par écrit à partir de maintenant. Pas d'appel téléphonique, tout doit être enregistré par email ou SMS. C'est mon plan. Ai-je dit. Bien. Une pause. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Surtout à Noël. Merci, ai-je dit. J'apprécie. Je suis resté avec le téléphone à la main après avoir raccroché. Et j'ai pensé au fait que cette simple phrase, je suis désolé que cela vous soit arrivé, était la première fois en 24 heures que quelqu'un disait quelque chose qui s'approchait. Ne serait-ce qu'un peu de cela. J'ai répondu à Derek depuis l'hôtel, salut. Derek, je suis au courant de la situation et j'ai consulté une avocate ce matin. Je souhaite régler la situation du bail de manière professionnelle. Peux-tu fournir tes documents de revenus actuels? Si tu es employé en continu depuis l'année dernière, il existe une voie raisonnable pour que je demande ma sortie. En tant que garant, j'apprécierais que nous gardions toute communication par écrit. Il a répondu en 15 minutes. En fait, il avait eu une promotion en septembre. Son revenu annuel était maintenant largement au-dessus de ce que le propriétaire exigeait pour un bail solo. Il était franchement soulagé. Je contacterai l'agence immobilière aujourd'hui, a-t-il écrit. Pour ce que ça vaut, je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé à Noël. Je n'étais pas là, et je pense que ce qu'ils ont fait est mal. J'ai apprécié. Je ne l'ai pas dit à haute voix, mais j'ai apprécié. Mon téléphone a sonné à 11h04. Un numéro inconnu. Un indicatif de la région lyonnaise. J'ai répondu, allô? Est-ce que je parle à Marc? Ici le lieutenant Caroline de la police. Je fais suite à une plainte déposée ce matin. Une pause. Êtes-vous au courant que votre mère a contacté notre numéro pour signaler un prétendu vol de services lié à des annulations de compte? Pendant un instant, je suis resté à la fenêtre de l'hôtel à regarder le parking. Pardon? Je veux être clair, a dit le lieutenant. Après avoir examiné la nature de la plainte et la structure des comptes, tous à votre nom, tous payés par vos finances, je ne traite pas cela
comme une affaire viable. Tout semble être dans vos droits légaux en tant que titulaire de compte. Ma mère m'a giflé, ai-je dit. Hier, le jour de Noël, devant 4 membres de la famille. Une courte pause. Voulez-vous déposer une main courante pour cela? Je n'y avais pas pensé jusqu'à cet instant. Pas sérieusement. L'instinct de protéger sa famille, même celle qui vous a trahi, est une chose profondément irrationnelle et persistante. Oui. Ai-je dit après 5 secondes. Je crois que oui. Le lieutenant, 17 ans, de service, a pris ma déposition par téléphone. Elle a expliqué que les violences légères sont un délit. Qu'avec 4 témoins présents, il y aurait un solide dossier factuel et qu'elle ouvrirait un rapport. Pour l'instant, elle a dit que le rapport existait, et que ça comptait. Merci, lieutenant. Prenez soin de vous, a-t-elle dit. Et joyeux Noël. J'en ai ri. Juste un petit rire. Ouais, ai-je dit, à vous aussi. Ma mère a appelé 47 fois entre 9h et 15h le 26 décembre. Mon père a appelé 22 fois. Ma sœur a envoyé 31 messages que j'ai documentés par capture d'écran. Dans un dossier intitulé « Preuve, parce que j'ai un sens de l'humour, même. » En pleine crise. Les SMS progressaient par étapes identifiables. Étape 1. Confusion. Qu'est-ce qui s'est passé avec le forfait? Netflix ne marche pas. Étape 2. Supposition d'erreur. Marc, je pense qu'il y a eu une erreur. Tu peux nous appeler. Étape 3. Impatience. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est ridicule. Étape 4. Négociation. Écoute, quoi qu'il soit arrivé hier, on peut en parler. Répare les comptes. Étape 5. La voix de ma mère qui entre. Dans les SMS de Brianna, je le sais parce que Brianna écrit tout en minusculé. Tout à coup, les messages sont devenus formellement écrits en majuscules. Marc. Raymond Carter. Tu vas appeler cette maison tout de suite. C'est ta famille. Tu te comportes comme un enfant. Étape 6. Menace qui révèle exactement à quel point ils comprenaient leur propre situation. Nous ne pouvons pas conduire sans assurance. Ton père a un rendez-vous médical jeudi. S'il arrive quelque chose, ce sera ta faute. Étape 7. Brianna qui reprend sa propre voix. Ok, mais Jean, sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? À ce dernier, j'ai failli répondre. Non pas parce que je lui pardonnais. Elle avait déballé pour 6 000 € de cadeaux pendant que j'étais assis sans rien, et elle n'avait pas dit un mot. Mais parce que c'était au moins humain. Le premier SMS qui demandait de mes nouvelles plutôt que des comptes. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai remarqué. Le 29 décembre, j'ai rencontré un avocat civiliste. J'étais venu préparer. J'avais apporté les relevés de comptes imprimés sur 36 mois, les captures d'écran de chaque SMS, une copie du rapport de police, la documentation de chaque paiement que j'avais effectué au nom des membres de ma famille. Organisé par catégorie et par date dans un tableur que j'avais créé le matin de Noël à l'hôtel, parce que c'est apparemment comme ça que je gère la détresse émotionnelle. Mon avocat avait 41 ans, 14 ans d'expérience, et la qualité particulière des bons avocats qui ont tout entendu. Il n'a montré aucune réaction à ce que je disais, a seulement pris des notes et posé des questions de clarification. Les débits non autorisés sur la carte sont intéressants. A-t-il dit. Vous avez ajouté votre mère pour un usage d'urgence. Il y a potentiellement un argument pour abus de confiance, surtout vu le montant. 4 847 €, ai-je dit, pour un sac à main. Pour un sac à main. A-t-il noté. Nous avons passé 2 heures à examiner les options. Récupérer les frais de carte non autorisés étaient viables. La banque, les dépenses et le
Détournement clair de l'usage initial était documenté. Le bail était navigable. Quel résultat voulez-vous obtenir, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Pas la réponse de la satisfaction, pas la réponse de la vengeance. La vraie réponse. Je veux être libre de tout ça, ai-je dit. L'enchevêtrement financier, l'obligation. Je veux reconstruire mes comptes. Mon épargne est ma paix d'esprit. Et je veux qu'ils comprennent clairement et définitivement que ce qu'ils ont fait avait des conséquences réelles. Il a hoché la tête. C'est réalisable. Le propriétaire a traité la demande de bail. Solo de Derek en 8 jours ouvrables. Le 9 janvier, j'ai reçu une lettre formelle, contresignée et notariée, me libérant du bail en tant que garant. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai scannée et enregistrée dans le dossier. Preuve, que j'ai immédiatement renommé, résolu. Le litige sur la carte bancaire a pris un peu plus de temps. Le 7 février, tout a été résolu. Le crédit provisoire est devenu définitif. J'ai reçu une notification formelle de la banque, abus de confiance confirmé. 4 847 € crédités sur mon compte. J'ai transféré cette somme sur mon épargne. Puis j'y ai ajouté 3 ans de paiement de forfait mobile, les abonnements de streaming, la différence d'assurance auto, l'application de golf. Selon mes propres calculs prudents, j'avais dépensé entre 23 000 et 28 000 € pour ma famille en 3 ans. Une grande partie était de l'argent que je n'avais pas suivi parce que je n'avais pas voulu voir à quel point ça s'accumulait. J'ai regardé ce chiffre pendant un moment. Puis j'ai fermé le tableur, non pas parce qu'il n'avait pas d'importance, mais parce qu'il en avait trop pour continuer à le fixer. Ma sœur m'a envoyé un SMS fin février. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je sais aussi que j'aurais dû dire quelque chose ce soir-là et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas d'excuses. J'étais lâche et j'étais aussi une personne qui profitait de ce que tu faisais pour nous et je ne voulais pas le voir. Je suis désolé. Je sais que ce n'est probablement pas suffisant. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris 3 jours. Puis j'ai écrit, c'est un début. Donne-moi du temps. Elle a répondu par un mot, ok. C'était suffisant pour le moment. Nous sommes en avril, 4 mois après Noël. J'ai une nouvelle carte bancaire avec une politique de 0 utilisateur autorisé. J'ai écrit une règle personnelle que je compte garder pour le reste de ma vie financière. Mon épargne augmente à nouveau. Régulièrement. Mon appartement, mon vrai appartement, celui avec mon nom seul. Sur le bail, et calme le soir, d'une manière que j'ai commencé à apprécier au lieu de simplement la tolérer. Je vois une psychologue tous les 15 jours. Nous parlons de la différence entre la loyauté et la soumission. De pourquoi j'ai confondu la générosité financière avec la sécurité émotionnelle. De ce que l'on ressent à reconstruire des limites dans des relations où l'on ne vous a jamais appris qu'elles étaient autorisées. Le rapport de police est dans un dossier. Je ne l'ai pas poursuivi davantage. Je ne l'ai pas fermé non plus. Cela reste entre mes mains, et je suis à l'aise de laisser les choses ainsi pour l'instant. Ma mère n'a pas repris contact directement depuis décembre, pas une seule fois. Je trouve que je ne sais pas quoi faire de ça. Certains jours, c'est un soulagement. D'autres, c'est un deuil. Ma thérapeute dit que les deux sont juste et qu'aucun n'annule l'autre, et que c'est la texture spécifique de ce genre de perte que l'on ne voit pas venir parce qu'on ne savait pas que ce qu'on avait été déjà une sorte de perte. Voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas il y a 4 mois, on peut aimer les gens et quand même les tenir responsables. On peut pleurer une relation et refuser de financer ça. Continuation. On peut s'asseoir dans une chambre d'hôtel le soir de Noël en mangeant un club sandwich, regarder un film seul, et ne pas se sentir heureux. Exactement,
Mais quelque chose qui s'en rapproche structurellement. Quelque chose qui pourrait être, dans les bonnes conditions et avec assez de temps, le début de la paix. Je pense souvent à cette allée. L'air froid, les décorations de Noël qui bourdonnent dans la rue. Moi, au volant, avec mon téléphone sur les genoux, faisant des annulations avec l'efficacité calme de celui qui a enfin décidé que ce qu'il faisait n'était pas de la générosité. C'était autre chose. Quelque chose que j'appelais amour, parce que je n'avais pas de meilleur mot. J'ai un meilleur mot maintenant. C'était de la peur. Peur d'être celui qui arrête. Peur d'être celui qui dit « ce n'est pas normal ». Peur du silence. Qui suivrait? Ce silence exact qui m'a suivi hors de la porte d'entrée le 25 décembre et qui m'a suivi jusqu'au 4e étage d'un hôtel où, pour la première fois en 3 ans, le seul nom sur la porte était le mien. Je ne sais pas ce qui arrivera avec ma famille. Je ne suis pas sûr que quiconque le sache. Mais je sais ceci, j'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Et personne n'a été plus surpris par cela que moi-même.